Merci beaucoup, merci de l'invitation. J'ai préparé cette présentation avec l'équipe d'Henri Mondor et en particulier Kevin Razazi et Armand Mekonso qui ont réalisé une étude qui, je pense, apporte quelques données nouvelles intéressantes sur cette question pratique, mal évaluée dans la littérature et pour lesquelles l'attitude est très souvent empirique sans être bien sûr des résultats. Voilà les laboratoires avec lesquels le laboratoire de recherche que je dirige a travaillé. La question, évidemment, va tourner autour du rapport bénéfice-risque. Et quand on regarde la littérature, les deux ne sont pas très bien évalués. Il y a des données, évidemment, sur les risques du drainage. Je dirais aujourd'hui qu'il y a deux choses qui ont changé et qui fait qu'on n'a pas de données très récentes là-dessus. Il y a premièrement le type de drainage, et puis on en a déjà parlé avec les deux présentations précédentes, et en particulier le fait qu'on peut utiliser des petits cathéters, soit cathéters de type cathéter intraveineux, ça c'est vraiment pas très bien évalué, mais il y a quelques données, et puis des cathéters type queue de cochon. Alors, ce n'est pas des études de niveau de preuve très important, mais qui montrent une bonne faisabilité et qui contribuent sûrement à faciliter la technique et à réduire les complications, encore qu'on n'a pas des données très fortes. Le deuxième élément qui a beaucoup changé à l'évidence, c'est l'utilisation au lit du malade de l'échographie. C'est une technique, je dirais, de référence maintenant, qui permet à la fois le diagnostic, avec comme ici la visualisation de l'épanchement et du poumon collabé qui va se balader dans l'épanchement. On en a parlé dans la présentation précédente, qui va permettre de quantifier, donc d'aider à la décision, qui va apporter à l'évidence une sécurité dans la mise en place du drainage et qui va permettre également de visualiser l'effet avec la réaération du poumon, la réapparition de l'INB par exemple. Et donc ces deux éléments-là, le type de drainage et puis la méthode diagnostique par échographie, ont, je pense, un peu déplacé la question du drainage vers quelque chose de moins risqué et donc qu'on aurait tendance à faire plus facilement. Évidemment, il y a la question sous-jacente, mais que je ne vais pas traiter là, de quel type d'épanchement parle-t-on. Quand on regarde les grandes séries, on retrouve tous les étiologies possibles. C'était une revue qui avait été faite par Elie Azoulay. Mais quand on s'intéresse aux séries plus spécifiquement de patients en réanimation, dont un certain nombre de patients ventilés, on voit que les grandes catégories, c'est ici décrit insuffisance cardiaque congestive ou peut-être surcharge hydrosodée en général, et puis les effusions, les épanchements parapneumoniques. Donc je vais pas, et puis les empièmes par eux-mêmes sont en général une catégorie beaucoup plus faible, et puis on en a parlé. Donc je ne vais pas discuter sur la raison pour laquelle, dans certaines indications, en dehors du diagnostic, on peut avoir un intérêt thérapeutique à évacuer l'épanchement, mais le plus souvent, on va se retrouver avec des épanchements présents dont on ne pense pas qu'ils sont absolument indispensables à évacuer, dont on ne sait pas très bien finalement s'il y aura un intérêt clinique, physiologique et clinique à les évacuer. Alors clinique, vous verrez, il n'y a pas de résultat, donc on va se concentrer plutôt sur la réflexion physiologique. Quels sont les effets de ces épanchements pleuraux? Est-ce qu'ils participent au shunt et à l'hypoxémie? Quand un épanchement se crée dans la plèvre, quel va être son effet principal? Est-ce que ça va être de déplacer la paroi ou est-ce que ça va être de comprimer le poumon, ou les deux, et dans quelle proportion? Est-ce qu'il y a une réflexion différente si on est en face d'un patient atteint de SDRA ou pas? Quels sont les effets par eux-mêmes des épanchements sur les évaluations du patient qu'on peut avoir avec la mécanique respiratoire? Et puis, cette question qui est donc l'effet en lui-même physiologique
du drainage. Et encore une fois, on va se concentrer sur des effets physiologiques parce qu'on n'a pas de données cliniques en termes d'effets dans le temps, effets sur l'oxygénation et effets sur le volume pulmonaire avec ces données que je vous présenterai à la fin. Très clairement, c'est quelque chose de mal évalué. On aura du mal à se faire une idée très définitive. Quand on regarde les effets, quels sont les effets physiologiques des épanchements pleuraux, on a ce travail qui avait été assez intéressant, qui ne concerne pas des patients ventilés, mais qui concerne des patients évalués avant et après drainage d'un épanchement pleuraux. Et c'est l'équipe de Barcelone qui utilisait une technique qui est plus utilisée aujourd'hui, qui s'appelle la mesure des gaz inertes, qui évalue, grâce à différents gaz de solubilité différentes, la répartition dans les compartiments pulmonaires de ventilation en perfusion, depuis le shunt jusqu'à l'espace mort. Donc c'est une technique assez sophistiquée et qui, ici, avait été utilisée pour regarder ce qui se passe avant et après un épanchement. Avant et après l'évacuation d'un épanchement. Donc ce qu'on voit n'est pas très spectaculaire, parce que vous voyez qu'il y a un épanchement qui est en moyenne de pas loin d'1 litre qui a été évacué. Et on n'a pas, dans cette étude faite à court terme, juste après l'évacuation d'épanchement, d'effet significatif sur la PO2. Donc un résultat un peu décevant. On a la notion que cet épanchement est associé très clairement à un shunt qui est inférieur à 10%, mais qui peut, au moins chez un patient, aller à des valeurs nettement plus importantes. Ce shunt a un peu tendance à diminuer, mais là non plus, ce n'est pas très significatif. Vous voyez qu'il y a un faible nombre de patients. Ce qui est significatif, par contre, de manière intéressante, c'est le fait que juste après l'évacuation, on trouve plutôt une aggravation des échanges gazeux, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de ce qu'on appelle les zones à bas rapport ventilation-perfusion, donc des zones mal ventilées et perfusées, et que ça s'associe à une dispersion de la distribution du débit sanguin. Donc les auteurs concluent que, d'après ces données, qui sont, vous voyez, sur quelques malades un peu compliquées à interpréter, que l'effet essentiel ou la caractéristique essentielle du mécanisme d'hypoxémie chez les patients qui ont un épanchement pleural, c'est un shunt, qu'on a un effet qui semble un peu dissocié avec une aggravation relative des échanges gazeux. Et la conclusion des auteurs, c'est qu'en fait, il y a un délai dans le temps de la réaération du poumon. Et donc, on peut imaginer qu'initialement, on diminue la pression pleurale et donc on a un effet sur la perfusion et que l'effet sur la réaération pulmonaire va prendre plus de temps. Et puis, ils disent qu'il y a peut-être l'hypothèse aussi d'une évacuation rapide qui favorise un œdème pulmonaire ex vacuo, vous savez, quand on crée une évacuation trop rapide de l'épanchement pleural. Bref, on peut tirer 3 points de ça. Donc, c'est associé à un shunt, ce qui évidemment peut nous intéresser dans le cadre de patients hypoxémiques. Il y a probablement un effet décalé dans le temps sur le poumon. Et puis, il y a donc un bénéfice immédiat qui n'est pas toujours visible. Alors, il y a une étude très récente qui est très intéressante parce qu'elle a été faite chez les patients avec ARDS en regardant ce qui se passe au scanner. Donc, c'est David Ecumelo et l'équipe de Gattinoni qui a repris rétrospectivement une soixantaine de patients qui ont eu des scanners à différents niveaux de pression pulmonaire et prospectivement à peu près autant de patients. Donc on se retrouve avec une série de 130 patients. Ce que vous avez ici, c'est la distribution de la quantité d'épanchement pleural retrouvé chez les patients, donc qui est quantifiée par le scanner. Et la première information qu'on a, c'est que plus de 80% des patients avec SDRA ont des épanchements pleuraux. Donc c'est pratiquement systématiquement associé. Presque tous les patients avec SDRA ou acute lung injury, donc ça serait la définition de ARDS, mild ARDS dans la nouvelle définition. Presque tous les patients se retrouvent avec des épanchements pleuraux.
évidemment, avec des épanchements pleuraux de quantité très variable, vous voyez que la majorité va se situer entre 200 et 600 millilitres. Des épanchements pleuraux qui sont pratiquement toujours bilatéraux. Et la question de cette étude, c'est est-ce qu'il y a des arguments pour dire qu'ils sont responsables d'une pathologie importante. Alors, pour ça, il y a un calcul un peu complexe qui est fait par les auteurs. Complexe parce qu'ils essayent d'évaluer avec la méthodologie du scanner et la connaissance de la compliance pariétale l'effet de l'épanchement sur l'augmentation de la pression pleurale, et à partir de ça, ils en déduisent l'effet de cet épanchement sur l'expansion de la cage thoracique et l'effet sur le poumon. Et ils estiment que s'ils séparent les patients en deux groupes, ceux qui ont un faible épanchement ou un fort épanchement, il y a toujours beaucoup plus d'effets sur la cage thoracique que sur la compression pulmonaire. Mais on est dans une pathologie qui est la pathologie où il y a un poumon malade ou très malade de manière sous-jacente. Et il conclut que donc finalement l'effet essentiel de cet épanchement pleural dans le cas de la RDS, c'est plutôt un effet de déplacement de la paroi et un effet plus modeste sur le poumon, ce qui n'engagerait pas tellement à aller essayer de drainer ces épanchements pleuraux. Vous voyez ici donc c'est un épanchement en moyenne, donc c'est ce qui a la médiane à séparer les deux groupes, mais en moyenne de 340 millilitres, qui rajoute une pression supérieure de 8 cm d'eau. Quand ils regardent les effets sur la mécanique à deux niveaux de pression, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc quand ils regardent ensuite à 5 cm d'eau et à 45 cm d'eau, les effets donc d'une pression positive chez ces patients qui ont un épanchement soit faible, soit important, encore une fois séparé sur la médiane. Ils trouvent que la partie du poumon collabé, comme vous le savez, va se réouvrir sous l'effet de la pression positive, mais qui ne voient pas de différence entre ceux qui ont un faible épanchement et un fort épanchement. Donc la conclusion générale de cette étude, c'est que dans cette pathologie-là, de la RDS, l'effet de l'épanchement finalement n'est pas très pertinent cliniquement, parce qu'il va être essentiellement aux dépens de la cage thoracique plus que du poumon. Et on ne voit pas de différence de réponse à la pression positive si les patients ont un faible épanchement ou un fort épanchement. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet du tout, mais ça n'incite pas en tout cas à aller se jeter sur le drainage de ces épanchements. Alors il faut bien comprendre que c'est donc spécifique à la RDS et à des épanchements qui sont pratiquement toujours bilatéraux. Il y a d'autres modèles où on a étudié des épanchements unilatéraux et où là les choses semblent assez différentes. Alors je dis modèle parce que ça a été en particulier, il y a des modèles animaux où on regarde l'effet des épanchements pleuraux, d'un épanchement pleural généré sur l'oxygénation, le volume pulmonaire, la mécanique. Et donc ça, c'est l'équipe de John Marini qui, chez des animaux, a créé des épanchements pleuraux, vous voyez, exprimés ici en millilitres par kilo, et qui vont diminuer. Donc ça, c'est les courbes de volume pulmonaire, de CRF, qui vont diminuer la CRF de manière tout à fait significative. Donc dans ce modèle-là, d'épanchement pleural unilatéral sans pathologie pulmonaire sous-jacente, il suggère qu'il y a un effet assez négatif sur le volume pulmonaire, et il suggère qu'il est assez important de mettre une pipe pour contrebalancer cet effet négatif, à la fois sur le volume pulmonaire, et puis à la fois, vous allez le voir, sur les phénomènes d'aération, réaération, refermeture du poumon. Et on voit qu'à peu près, pour revenir à la CRF de base, dans leur modèle d'épanchement pleural, il faut une pipe de 10 cm d'eau. Il montre aussi que ça complique l'évaluation de la mécanique. Quand on augmente l'épanchement, on ne voit pas énormément de choses sur la pression de plateau, par exemple, avec la pipe 10, parce que probablement on redistribue l'épanchement sans modifier beaucoup le poumon grâce à la pipe. Et donc, quand ils regardent au niveau de
de l'épanchement avec et sans pipe. Donc, il trouve un bénéfice très net de rajouter une pression positive pour réouvrir le poumon et pour en particulier éviter ce qu'ils appellent ici le tidal recruitment, c'est-à-dire l'ouverture-fermeture des territoires qui sont fermés par l'épanchement pleural. Donc des éléments qui contrastent très fortement avec ce qu'on a vu sur la série de la RDS, puisque là, qui incite à la fois à avoir peut-être une action thérapeutique vis-à-vis de l'effet de l'épanchement lui-même, donc de rajouter une pression positive, et puis sans doute de drainer l'épanchement. À l'inverse, vous voyez, mais je pense que c'est une notion évidente, que si on veut drainer un épanchement de ce type-là, il est extrêmement important d'enlever la pipe parce que vous avez une répartition de l'épanchement qui est très différente. Donc des données qui contrastent les données précédentes sur la RDS, mais c'est un modèle qui est assez différent puisque c'est épanchement unilatéral à poumon sain sous-jacent. Donc devant, bon, il y a d'autres séries dans la littérature, mais on n'a vraiment pas une réponse très claire sur savoir s'il faut ou pas drainer ces épanchements. Et avec Kevan Razazi et Armand Mekonso-Dessab, donc on avait discuté il y a quelques années d'essayer de regarder prospectivement l'effet du drainage d'épanchement pleural, exactement du type qu'on discute, de malades qui sont ventilés depuis plusieurs jours, pour lesquels il n'y a pas une indication thérapeutique formelle à effectuer un épanchement, et pour lesquels on ne sait jamais très bien si cet épanchement participe à l'hypoxémie, peut-être à des difficultés de sevrage de la ventilation. Donc c'est une étude qui a été un peu compliquée parce qu'il fallait systématiquement évaluer avant et après le volume pulmonaire, et il y a eu un suivi des paramètres pendant 24 heures, donc avec des mesures de la mécanique respiratoire, de la pression pleurale, de l'oxygénation, du volume pulmonaire et de l'hémodynamique, 3 heures après le drainage et 24 heures après le drainage. Alors, l'indication du drainage, il était porté cliniquement, il était porté sur l'échographie pleurale, disant qu'il y a une distance d'au moins 25 mm et que l'épanchement est visible sur au moins 3 espaces intercostaux, donc au-dessus et en dessous de celui dans lequel on allait ponctionner. Comme vous le savez, c'est les critères qui déterminent qu'on a probablement au moins 500 ml d'épanchement. Et on a effectivement drainé avec un écart type assez important, mais un drainage moyen de l'ordre de 1,5 litre. Alors, bon, les caractéristiques des patients, c'est en majorité, donc ce sont des patients tous ventilés. L'épanchement va être en majorité un exsudat, avec quand même une part non négligeable de transsudat. Petit élément amusant, c'est que 9 patients sur les 20 correspondent à la définition du SDRA avant drainage. Après drainage, il n'y a plus que 7 patients sur les 20, c'est-à-dire que en fait, c'est l'épanchement pleural qui clairement participait à l'hypoxémie. La majorité sont des épanchements pleuraux bilatéraux, ça ne veut pas dire que c'est en général plutôt asymétrique, et donc c'est le territoire le plus important qui est drainé. Parce que les effets qu'on va voir sont les effets d'un drainage le plus souvent unilatéral. Ce sont les patients typiques ventilés de réanimation qui ont encore souvent des désordres hémodynamiques, avec la moitié des patients qui sont sous noradrénaline. Donc le drainage s'est fait dans la grande majorité des cas avec un petit cathéter de faible diamètre. Et voilà les premiers résultats donc, qui ont pu être rapportés. À 3 heures, il y a à peu près 1 litre de liquide qui a été évacué. À 24 heures, donc, ce qu'on considère comme le drainage complet, il y a plus d'1,5 litre en moyenne. L'échographie permet de montrer que la distance téléexpiratoire, qui était de plus de 50 mm, est devenue très minime. Donc on a évacué la grosse majorité de l'épanchement et on a regardé les pressions pleurales, donc mesurées dans le liquide par le cathéter en téléexpiratoire. Alors pression très positive de 11 cm d'eau et qui vont devenir quasiment nulles après l'évacuation du drainage. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut calculer par la méthode qui a été utilisée dans la RDS, par exemple pour régler la pipe, la pression pulmonaire
transpulmonaire téléexpiratoire, donc en faisant la différence entre la pipe appliquée et puis la pression dans la plèvre. On voit que cette pression, ce calcul en tout cas, est très négatif initialement, et vous savez que ce calcul de pression transpulmonaire négatif suggère qu'il y a un collapsus pulmonaire lié à cette pression. Et donc, le fait de retrouver une pression transpulmonaire expiratoire positive suggère que c'est le mécanisme qui va permettre de réaérer le poumon. Et ce qui est évidemment une donnée qui physiologiquement est très intéressante et en faveur d'un bénéfice potentiel du drainage pleural. Alors, il y a un petit effet sur la mécanique, sur la compliance et la pression de plateau. Et puis, il y a un effet qui est assez net sur le volume pulmonaire. Vous voyez qu'on passe d'une CRF de 1,2 litre, donc une CRF qui est quand même assez abaissée, à un volume pulmonaire de fin d'expiration de 1,7 litre. Et on pourrait dire en fait que ce drainage d'1,5 litre d'épanchement pleural va permettre en gros de réaérer 750 ml de poumon, donc un effet qui n'est pas du tout négligeable. C'est un effet qui est progressif, mais qui est complet à 24 heures. Alors, il y a un effet significatif sur la PaO2 qui n'est pas extrêmement spectaculaire. Hein, vous ne voyez pas bien l'échelle, mais ça, c'est 10 mm de mercure. Donc, il y a 10 à 15 mm de mercure de PaO2 qui a l'air d'être assez parallèle avec l'augmentation de volume pulmonaire. Alors, quand on essaye de faire des corrélations pour savoir qu'est-ce qui explique cette augmentation d'oxygénation, vous voyez qu'il y a une corrélation significative entre l'augmentation de PaO2 sur FiO2 et puis l'augmentation de volume pulmonaire téléexpiratoire. Quand on a une augmentation significative de plus de 10% de ce volume pulmonaire, on a aussi une augmentation de plus de 15% du PO2 sur FiO2. Par contre, ce qui est peut-être un peu décevant, mais il n'y a pas de corrélation avec la quantité de liquide drainé. Peut-être qu'en fait, il suffit mais ça on ne peut pas le montrer ici, mais il suffit de drainer le liquide jusqu'à ce que la pression transpulmonaire téléexpiratoire devienne positive, et que dans le fond, ce qu'on va drainer en plus ne va pas changer grand-chose à la réaération du poumon et à l'oxygénation. Alors, très difficile à affirmer. Il y a 7 patients qui, après drainage, sont dans le groupe ARDS. Ce n'est pas des patients en ARDS précoce. Hein, on est déjà après plusieurs jours de ventilation. Donc, c'est difficile de conclure très clairement sur l'effet sur l'ARDS. Mais on a l'air de finalement confirmer un petit peu les données de David Ecumelo, puisque l'effet a l'air d'être beaucoup moins net chez les quelques patients qu'on a en SDRA, donc semblant indiquer de nouveau que le bénéfice est moins important chez ces patients, peut-être parce que la pathologie pulmonaire sous-jacente explique beaucoup plus que dans une autre pathologie, l'hypoxémie, et donc on ne verra pas grand-chose avec l'évacuation du drainage. Sur les gaz du sang, donc, vous voyez l'effet sur la PO2. Donc, en moyenne, quand même, 50-60 mm de mercure de rapport PO2 sur FiO2, pas d'effet sur la PCO2 et aucun effet constaté sur l'hémodynamique, donc pas de changement ni à 3 heures ni à 24 heures. Donc voilà un petit résumé et de ce travail et puis de quelques données pertinentes de la littérature. Sur ce travail, il nous semble que le drainage des larges épanchements est peu risqué, améliore la mécanique respiratoire et pulmonaire, en positivant la pression expiratoire transpulmonaire et augmentant le volume pulmonaire. Il y a un effet qui existe nettement sur l'oxygénation, qui est corrélé au volume pulmonaire, qui est un peu décalé dans le temps et qui semble moins marqué en cas de SDRA. Et on pourrait donc conclure avec toutes les limites et encore une fois sans données cliniques sur le pronostic des patients ou par exemple la possibilité de sevrage, que dans ces conditions de larges épanchements pleuraux et en dehors d'un SDRA, on peut recommander ce drainage avec un bénéfice physiologique attendu. Voilà, je vous remercie de votre attention.